Bonjour à tous, donc Sophie Assard, responsable projet service à la personne pour AGFOS PME Île-de-France. Donc j'interviens aujourd'hui pour vous présenter un cadre. Je ne sais pas si dans la salle on a des représentants de ce secteur avec nous aujourd'hui, mais en tout cas vous le présenter brièvement avant d'attaquer un sujet qui nous tient à cœur, nous également chez AGFOS PME, sur l'évaluation du projet. Donc un premier historique rapide sur AGFOS PME et le secteur des services à la personne. Donc bien sûr avec un rappel sur la loi Borloo de 2005 qui a ouvert le champ au développement des services à la personne pour le secteur marchand, pour les entreprises privées de services à la personne. Un premier accord de branche en 2007 qui donc a appliqué, qui a décrit le champ d'application du secteur des entreprises de services à la personne, complété en 2009 par un deuxième accord de branche relatif à la formation professionnelle et au fond du paritarisme des entreprises de services à la personne, qui a désigné AGFOS PME comme l'OPCA de la branche des entreprises privées. En 2012, le 20 septembre dernier, un texte a été signé sur donc une nouvelle convention collective pour cette branche professionnelle. Donc avec pour le collège patronal la FEDESAP, la FESP et 3 syndicats de salariés, CFTC Santé Sociaux, CFE-CSGC et CFDT Services. Et aujourd'hui, AGFOS PME, au niveau national, est l'OPCA de 3 branches professionnelles. L'OPCA donc des entreprises privées de services à la personne, des salariés du particulier employeur et assistants maternels du particulier employeur. Donc c'est quand même important de vous décrire cet historique pour placer le cadre. Tout de suite, c'est également vous présenter les particularités ressources humaines du secteur. Alors, bien sûr, quand on parle de particularités RH, toutes les entreprises en ont, elles se recoupent, mais celles du service à la personne sont quand même assez spécifiques. Tout d'abord, par statut multi-employeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les employés salariés des entreprises SAP, pour aller court, sont souvent salariés de plusieurs structures associatives, entreprises ou directement par le gré à gré avec le particulier employeur. Souvent aussi, et c'est pas choisi, une multitude de temps partiels accumulés. Rares sont les salariés qui peuvent être sur un seul temps complet, un temps à temps plein, mais surtout plusieurs temps partiels cumulés. Un public à forte majorité féminine, ça aussi c'est important et c'est caractéristique du secteur. Une gestion des plannings qui complique souvent la gestion RH de l'entreprise et devient souvent le cœur des sujets du quotidien, en tout cas pour les dirigeants de ces structures et les responsables de secteur. La gestion des départs en formation et de la reconnaissance post-formation qui peut être donnée à ces salariés du secteur et la fidélisation du personnel. Alors, ces particularités RH pour le secteur nous donnent des priorités, en tout cas pour nous en tant qu'OPCA pour 2013, à savoir donc former, professionnaliser d'une part les intervenants au domicile, qu'on soit sur des entreprises de services de confort, ménage, repassage, mais des entreprises aussi de garde d'enfants, ou bien des entreprises intervenant auprès des personnes dépendantes en perte d'autonomie. Donc former, professionnaliser ces intervenants, mais aussi les encadrants du secteur, qui vont gérer les équipes et qui vont apporter au quotidien tout l'encadrement nécessaire de l'activité. Autre priorité, accompagner les besoins des entreprises en matière de recrutement par le dispositif de la POE, préparation opérationnelle à l'emploi, individuelle ou collective. Accompagner les besoins des entreprises en matière de formation sur les plans de formation et un catalogue d'actions collectives en Île-de-France. Des projets spécifiques territoriaux sur les demandeurs d'emploi et les encadrants, et c'est ce dont nous allons vous parler aujourd'hui plus spécifiquement. De la GPEC, de la prévention des risques professionnels également.
C'est aussi contribuer à pérenniser les entreprises privées dans leurs activités, puisqu'elles sont nées de la loi Borloo dans ce secteur marchand et sont venues dans le paysage en addition par rapport au secteur associatif qui était présent dans le secteur depuis de longue date. En 2013, AGEFOS PME accompagne aussi la politique publique et fait un focus tout particulier sur la dépendance avec des modules d'action collective de perfectionnement spécifiques sur l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie et une formation spécialisée en gérontologie pour aller encore plus loin dans la spécialisation des salariés au domicile des particuliers. Donc pour entrer dans le vif du sujet, nous avons choisi de vous présenter cet après-midi, donc avec le cabinet Brigitte Croft Conseil, un projet territorial qui est né en 2011 et qui s'intéresse à la formation des encadrants. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour AGEFOS PME, les deux typologies de public sont très très importantes, les intervenants au domicile, mais aussi les encadrants. Donc ce projet-là s'intéresse à la formation d'encadrants en poste, déjà responsables de secteur, issus du terrain, donc par la mobilité interne, anciennement intervenant au domicile, donc sans forcément avoir eu dans le parcours professionnel de formation en management ou en gestion d'entreprise, de niveau 5 ou de niveau 4, donc expliquant l'ancienneté et le parcours professionnel d'intervenant. En 2012, 26 encadrants ont été formés sur ce projet. Alors pourquoi former et pourquoi avoir développé une ingénierie spécifique sur ces encadrants? Eh bien parce que par manque de reconnaissance, eh bien on constate aujourd'hui, et les entreprises les premières, que c'est un véritable métier. Il ne s'improvise pas. Bien souvent, on fait monter en compétence des personnes sans les accompagner et leur donner toutes les clés de réussite dans leur poste. Mais c'est un vrai métier, il est technique, il est polyvalent. Il est relationnel, il fait appel à beaucoup de management de proximité. Les encadrants sont garants des conditions de travail des salariés intervenant au domicile. Donc ce sont de véritables RH de proximité. Donc qui dit RH de proximité demande aussi tout l'outillage de formation pour pouvoir répondre sur le terrain aux besoins des salariés. Donc c'est aussi une posture un petit peu délicate parce qu'il faut savoir d'une part avoir la posture de la direction de l'entreprise pour pouvoir aller dans le sens de la stratégie de l'entreprise. Et il faut également bien comprendre, pour pouvoir savoir s'adapter, bien comprendre l'environnement de travail de l'intervenant au domicile. Donc effectivement, ce projet est important pour AGEFOS PME parce qu'il a été expérimental dans sa forme, dans son ingénierie. Donc Micheline Mauduit va pouvoir en parler plus concrètement. Il se termine pour nous à la fin de l'année et nous espérons qu'effectivement il aura été porteur et que l'évaluation va nous permettre de le renouveler. Voilà. Bonjour. Donc moi je suis effectivement Micheline Mauduit du cabinet Brigitte Croft Conseil. On est spécialisé dans les services à la personne et on existe depuis maintenant 18 ans et avec une expérience précédente de gestion d'un service d'aide à domicile. Donc ça fait pas loin de 30 ans qu'on œuvre dans le secteur et qu'on a vérifié qu'effectivement, ça paraît une évidence de le dire, mais dans ce secteur d'activité, ça a été long à se manifester, que si l'encadrement n'est pas formé, on ne risque pas d'avoir des intervenants professionnels, d'autant plus que travailler dans la sphère intime sans encadrement, évidemment, puisqu'on n'a pas un encadrant derrière soi quand on est chez les gens. Si en plus on n'a pas d'encadrement tout court ou un mauvais encadrement, on a tous les risques de dériver dans la relation de gré à gré, justement, même si on fait partie d'une structure, mais qu'on n'a pas le sentiment d'y appartenir à cette structure et qu'il n'y a pas de rappel à la façon de se positionner professionnellement. Donc ça a mis longtemps dans le secteur d'activité à entendre dire que les structures qui sont des employeurs devaient et doivent former leurs encadrants intermédiaires et leurs dirigeants tout court.
Donc c'est comme ça qu'est venue cette formation, mais nous ça fait presque 20 ans qu'on forme des encadrants, mais effectivement comme on a vu, on a fait le constat que petit à petit, et tant mieux, qu'il y avait une mobilité professionnelle possible devant des compétences qui se révélaient de la part des intervenants de proximité, des intervenants à domicile, et qui souhaitaient aussi changer de poste, mais aussi parce que physiquement ou mentalement, psychiquement, elles étaient fatiguées d'intervenir dans les domiciles et qu'elles avaient acquis une compétence pour peut-être superviser, transférer des compétences à leurs collègues intervenantes, mais comment aussi se saisir de cette expérience de terrain pour gravir un échelon et aussi obtenir une légitimité à devenir la chef, entre guillemets, de leurs anciennes collègues intervenantes à domicile, ce qui ne se fait pas non plus comme ça si facilement. Donc il y a eu beaucoup d'échecs dans le service à la personne, de changement de posture, on va dire, sans accompagnement, sans formation, et des responsables de secteur, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, devenus donc responsables de secteur sans formation et illégitimés par leurs anciennes collègues qui disaient non mais pourquoi elle et pas moi, et qu'est-ce qu'elle est devenue celle-là, surtout quand ces responsables de secteur restaient en partie intervenante à domicile pour moitié. Donc là, il y avait vraiment des vrais problèmes. Enfin, il y en a toujours, hein, c'est pas gagné, mais en tout cas, ça a été ça un des objectifs qu'on a essayé de résoudre en mettant en place cette formation. Alors où j'en suis là, parce que moi, je vous préviens tout de suite, moi et la mécanique, pourtant c'est pas très compliqué, mais voilà, c'est moi. Voilà. Non, je suis pas du tout. Voilà, je suis allée trop vite. Donc, pour démarrer ces actions de formation, on a effectivement fait connaître la possibilité de cette formation aux entreprises qui sont adhérentes à AGFOS, en précisant bien, et ça c'était une difficulté, que étaient éligibles à ces formations les personnes de niveau 5 ou 4, alors que des personnes qui étaient de niveau 2 ou 3, avec d'autres diplômes qui n'étaient pas ceux du secteur, étaient bien intéressés aussi, mais n'étaient pas éligibles, puisque, je crois que tu as oublié de le dire, mais c'est important, il y avait aussi un financement du FPSPP qui obligeait, entre guillemets, mais tant mieux, enfin, je veux dire, à faire que le public visé était les personnes de niveau 4 ou 5. Donc, tout d'un coup, les entreprises disaient, mais oui, mais moi, la salariée qui a un BTS en vente, je vous dis n'importe quoi, elle n'a pas la connaissance du secteur, ça serait bien, oui, mais non. Oui, mais non, elle n'est pas éligible. Donc, on a vraiment dû travailler avec le public indiqué. Donc, ça, c'était un premier critère, on va dire. Là, ce n'est pas de l'évaluation, c'est vraiment le critère. Et on a, en prenant contact avec les dirigeants, on a donc effectivement fait un travail avec eux en amont du profil des personnes qui étaient déjà en poste responsable de secteur, là, sur les bons niveaux, on va dire, et sur eux, en tant que dirigeants, ce qui percevaient des manques à travailler en formation, puisque c'était une formation de 7 jours, donc un objectif modeste, parce qu'on ne peut pas en 7 jours, surtout sur un secteur aussi complexe que celui-là, quand on sait tout ce qu'il y a à couvrir comme thème pour être un encadrant à peu près à la hauteur. Il y a vraiment beaucoup de choses à couvrir, mais on a essayé de rassembler autour du cœur de métier, à savoir le recrutement, la gestion du personnel et les plannings, et de l'autre côté, tout ce qui concerne l'évaluation à domicile des besoins des personnes qui sont en demande d'un service à domicile. Déjà là, on a déjà un panorama important, puisque vient aussi, enfin là c'est on va dire les deux côtés, et ensuite il y a le rassemblement des deux, c'est-à-dire la relation entre salariés et clients, pour faire vite, et donc la gestion des tensions, des conflits éventuellement, donc ça faisait partie aussi de la formation. Donc, une prise de contact avec l'entreprise pour un point sur l'encadrant qu'ils allaient envoyer en formation, son parcours, sa place dans l'entreprise, l'ancienneté, enfin voilà, là où elle en est, cette personne, parce que je dis elle, puisqu'on a eu, je crois, 3 hommes en tout et pour tout sur les 26, comme toujours dans ce secteur d'activité. Et puis, à l'entrée en formation, une auto-évaluation, donc là on en a parlé tout à l'heure de l'auto-évaluation, nous aussi on fait une auto-évaluation des compétences autour du cœur de métier et qu'on prend en début et en fin, donc qui permet aussi aux personnes à l'entrée tout de suite de mesurer de quoi est fait le métier. Finalement, ce qu'elles ne mesuraient pas, et aussi de se dire « Ah ben ça, c'est pas moi », parce qu'effectivement, en fonction de l'organisation de chaque entreprise,
le poste de responsable de secteur ne recouvre pas non plus les mêmes activités. Il y a une division du travail qui n'est pas identique selon les organisations de travail, ce qui est vrai aussi dans d'autres structures, dans d'autres secteurs d'activité, mais c'est vraiment très très vrai dans le secteur des services à la personne. Des responsables de secteur vont être dédiés spécifiquement au planning et aux salariés, d'autres vont être spécifiquement dédiés à l'évaluation de la demande, et puis il y en a qui font tout. Et ça dépend aussi de la taille de l'entreprise. Donc bien sûr, c'est l'intérêt de la formation, c'était de donner aussi une approche globale de tout ce que pouvait être cette fonction et d'acquérir aussi des compétences pour aussi bouger dans l'entreprise s'il y avait besoin à un moment donné. Et ça s'est vérifié, donc tant mieux. Alors, comment on travaille? Bien sûr qu'on a... à partir de l'auto-évaluation, on fait, on va dire, on peut réajuster aussi les contenus de formation. Si on constatait que les 10 personnes de la formation étaient plutôt au point du côté des plannings, par exemple, on va pas, enfin, on y passe du temps, mais on va y passer moins de temps que sur l'évaluation des besoins à domicile, qui est un gros morceau dans la fonction de responsable de secteur. Et en tout cas, pour valider aussi le déclaratif, puisque ça reste du déclaratif, et on n'allait pas les mettre, on n'allait pas aller dans les structures pour vérifier ce que les personnes disaient. Nous, on travaille depuis longtemps avec des comédiens qui jouent les situations, c'est-à-dire que c'est pas des jeux de rôle, c'est vraiment, ils jouent un client, ils jouent une personne qui postule, ils jouent une aide à domicile, et la personne qui est en formation chez nous joue son propre rôle, et elle doit réagir à la situation qu'on lui propose, donc par rapport à des compétences qu'on essaye d'apprécier de plus près, et qu'elle aussi se mesure à là où elle en est et aux difficultés qu'elle a encore à dépasser. On filme, on débriefe. Donc ça permet aussi à chaque fois de réévaluer, de s'auto-évaluer, de se redire ce qui va pas. Là où elle se sous-estimait, de se dire que finalement elle n'est pas si mal que ça. Si elle se surestimait, de se dire oui, là j'ai vraiment un petit progrès à faire parce que... Voilà, donc à chaque fois, sur tous les thèmes qu'on aborde, autant du côté du recrutement que de la gestion des conflits, que de l'évaluation à domicile, on met en situation les personnes avec un répondant en face qui apporte les difficultés, mais aussi qui va chercher à révéler les compétences. Alors, on a, donc je vous dis, 7 jours, c'est court, parce que voilà, ça passe vite. Alors, l'intérêt, et je crois que ça répondait aussi à quelque chose qui a été dit tout à l'heure, c'était pas 7 jours en continu. Ça a été, on a eu 2 modalités. Ça a été soit 1 jour par semaine pendant 7 semaines, soit 2 jours par semaine plus 1 jour en dernier, tous les 15 jours. Bien sûr, l'intérêt pour nous, c'est qu'il y ait de l'alternance et qu'il y ait de la possibilité pour les personnes de mettre aussi en application, en tout cas de tester et de discuter aussi avec leurs collègues en situation de travail et de se dire qu'est-ce qui se passe avec ce qu'on m'a appris en formation, comment je peux le mettre en œuvre. On a vraiment vu l'interaction qui s'est faite puisque, comme c'était quand même très rapproché, les personnes avaient envie aussi de se mettre au travail et d'éprouver en vraie situation ce qu'elles vivaient en simulation. Donc ça, c'est une chose qui était importante de pouvoir le faire en condensé. Parce qu'on fait beaucoup de formations, nous, d'encadrants, mais des fois qui durent sur 8 mois avec 2 jours par semaine. Mais c'est vrai que là, il y avait vraiment finalement l'obligation de condenser la formation était plutôt une bonne chose. Ça, on l'évalue a posteriori. Donc, nos critères d'évaluation, les indicateurs qu'on a pu sortir de ces formations sur l'implication et l'intérêt porté à la formation par les personnes qui sont venues. Bon, l'assiduité, ça paraît tout bête, mais... c'est important puisque dans les petites structures, parce que les entreprises de services à la personne, c'est pas Renault ni Honda, c'est vraiment voilà, des moins de 10. Il y a un seul responsable de secteur et un gérant qui cravache aussi, qui fait tout comme son responsable de secteur, ou c'est des entreprises avec 2 ou 3 responsables, mais dès qu'il y en a un qui est plus là, c'est vraiment très difficile pour ceux qui restent à gérer le quotidien. Donc venir en formation, ça veut dire en interne une organisation assez complexe, et donc l'assiduité est vraiment un signe. Ça veut dire que autant de la part du dirigeant que du stagiaire, c'est vraiment un effort et aussi une discipline de se dire, même si c'est difficile aujourd'hui dans
mon entreprise parce que ma collègue, elle va peut-être avoir du mal avec beaucoup de remplacements à faire, j'y vais quand même. Et donc tout le monde se serre les coudes pour que la personne puisse suivre sa formation. Donc il y a aussi une implication de l'entreprise à faire que la formation soit suivie. Ensuite, bien sûr, on a eu un nombre incalculable de situations apportées par les uns et les autres. D'une semaine sur l'autre, les gens disaient, voilà, il y a cette situation-là. C'était aussi, alors là, ça renvoie aussi à ce que Sandra Enlard disait tout à l'heure, c'est-à-dire sur la formation, c'est aussi après. C'est de l'analyse de pratique en interne à partir de ce qui se dit en formation, de ce qui se travaille en formation et qui fait retour dans l'entreprise et qui se discute. Et bien sûr que l'analyse de pratique... c'est vraiment un point hyper important qui me semble être un point à discuter avec les OPCA sur le financement. Voilà. Donc, c'est un message ? Par exemple. Dans notre secteur, c'est un vrai message, oui. C'est la découverte, pour les personnes de niveau 4 ou 5, ça a été vraiment, elles l'ont dit, la découverte d'un secteur et de son historique, parce que c'est un secteur complexe. Enfin, pour les personnes qui sont ici, vous ne mesurez pas tout l'empilement de lois, de textes, de mandataires, de prestataires. Bon, bref, c'est un dédale, ça n'arrête pas de bouger. Et donc, pour se situer dans ce contexte-là, c'est vraiment un vrai travail. Et souvent, les personnes qui viennent du terrain, elles sont, bien sûr, heureusement, imprégnées, impliquées dans la relation directe, mais elles ne mesurent pas dans quel secteur elles sont en train d'évoluer. Et donc, ça a été une vraie prise de recul. Et du coup, effectivement, ça les professionnalise. Et puis, bien sûr, l'apprentissage et l'appropriation d'une méthodologie de travail, d'outils, de procédures qu'elles n'avaient pas forcément intégrées, qui existent des fois dans leurs entreprises, mais qui sont, quand on est au quotidien pris par l'urgence, effectivement, les outils, les procédures, des fois, ça passe à l'as. On a eu des demandes, ce qui pourrait dire, là, j'essaye de dire un peu ce qui fait qu'on pourrait dire que la formation a été percuté, on va dire, c'est que plusieurs personnes qui ont fait cette formation de 7 jours ont demandé à faire plus longue, qu'on propose de 16 jours, pour continuer à approfondir les thèmes et à aller plus loin dans l'appropriation et des contenus et des compétences qu'elles avaient encore à développer. Donc voilà, on pourrait dire que l'évaluation que nous on a faite avec les personnes, c'est une formation opérationnelle, puisqu'on n'est pas, bien sûr qu'on apporte du théorique, mais c'est du théorique vraiment tout de suite à mettre en pratique, avec les simulations entre autres, et puis l'alternance. Trop courte pour certaines personnes qui sont issues du terrain et qui donc doivent trouver la légitimité auprès de leurs anciennes collègues. Donc des demandes de formation complémentaires. Et puis, il y a quand même quelque chose qui est important aussi, c'est qu'on est dans un secteur entreprise, mais on est dans un secteur social. Et donc la dimension économique, c'est-à-dire la viabilité d'une structure, ça passe souvent très très au-dessus des têtes. Comment on fait vivre une entreprise de service à la personne avec des marges très réduites. Et donc là, il y a eu aussi dans la formation une prise de conscience de la dimension économique d'une structure et donc comment on fait pour que ça se développe et que tout le monde participe à son développement. Ce qui n'était pas un objectif initial. On n'avait pas mis ça en premier objectif pédagogique, mais ça a eu cet effet-là, c'est-à-dire de se rendre compte qu'effectivement, c'est pas évident, un calcul de coût, un planning, quand on envoie quelqu'un à 10 km de son domicile et qu'il faut payer 35 centimes d'indemnité kilométrique, ça coûte très cher, c'est ça qui peut plomber complètement un budget. Bon, ça, les responsables de secteur, en général, on ne leur livre pas tout ça de façon concrète. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on a travaillées en long, en large et en travers, même si c'était en 7 jours. Voilà. J'espère que je voulais être courte. Parce que... Non, mais... Non, merci, c'est très intéressant parce que vous êtes dans un secteur, vous l'avez bien souligné, où justement dans le service à la personne, il y a à la fois une dimension technique sur la formation et pour les encadrants, mais il y a aussi cette prise en compte de la vie au quotidien et dans des relations très individualisées et qui là, du coup, tout l'aspect évaluatif est beaucoup plus délicat. Question ? Une ou deux questions avant de terminer avec la dernière illustration.
Une question plus politique. Jean-Louis Borloo s'est exprimé il y a 2 jours en soulignant en quoi les mesures gouvernementales affaiblissent le secteur du service à la personne. Vous sentez-vous menacé? Nous voilà bien. Nous, en tant qu'organisme de formation, encore pas trop, mais les services à la personne, enfin les structures de services à la personne, oui. Oui, les structures, entreprises, associations, beaucoup disent leurs difficultés et sont en difficulté déjà aujourd'hui. Et donc craignent certaines mesures qui nous sont pré-annoncées. Oui. Merci. Une question au fond de la salle. Ce n'est pas une question, c'est un complément. Je suis délégué d'une structure dans le Val d'Oise pour laquelle vous êtes déjà intervenu. Et je souhaite simplement préciser que le prix de revient dans ces structures est inférieur au prix payé par l'APA, donc qui est le Conseil général, ou la PCH. Alors, pour le reste, il y a possibilité de se rattraper. Mais il y a quelque chose d'absolument anormal au niveau État ou région ou département, que les prix de revient de ces structures ne soient pas couverts. C'est tout. Donc, quand vous parlez de difficultés, oui. Oui, non, mais on quitte un petit peu le secteur de l'évaluation des formations, mais c'est un point fondamental, bien entendu, sur l'activité elle-même, quoi.